Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Monique Ribis. Bonjour Monique, nous sommes ici dans la petite bibliothèque de Porquerolles, un lieu que vous connaissez bien puisque vous y tenez des permanences régulières pour les petits et grands lecteurs de l'île. Vous êtes cofondatrice de l'association Lire à Porquerolles qui a organisé de nombreuses fêtes du livre sur l'île. Vous avez enseigné entre 1958 et 1982 et êtes l'auteur de contes et histoires pour enfants, dont certains ont pour toile de fond Porquerolles. Pour commencer, est-ce que vous pourriez compléter cette présentation en nous disant où vous êtes né, où vous avez grandi et ce qui vous a amené à vous installer à Porquerolles ? Je suis née à Nice et j'ai grandi à Nice et à Draguignan pour suivre la profession de mon père qui était nommé à Draguignan un peu plus tard. Donc voilà, j'ai toujours été dans le sud de la France, ça c'est évident. Et ce qui m'a amené à Porquerolles, c'est la voile, le bateau, principalement, parce que nous avons toujours eu des bateaux dans notre famille avec Michel. On a toujours aimé la mer et les bateaux. Donc avec l'avant-dernier bateau, on est venu à Porquerolles dans le port et on y passait toutes nos vacances d'été. À l'époque où nous étions enseignants, on avait le temps de passer des mois, des semaines dans le port. Donc vous avez commencé en tant qu'estivante en fait à Porquerolles. Tout à fait, en tant qu'estivante et plaisancier du port. On ne venait guère au village d'ailleurs, parce qu'on arrivait avec nos provisions, on ne fréquentait pas tellement le village ni les gens. C'était surtout les gens du port. Et alors ensuite, qu'est-ce qui vous a amené ? Parce que maintenant vous habitez à Porquerolles, alors comment le pas a été sauté ? Alors le pas a été franchi quand on est arrivé à l'âge de la retraite. Mais on n'était plus enseignant à cette époque-là, on travaillait dans une maison d'édition pour l'enseignement, une maison d'édition de livres pédagogiques et de fiches pédagogiques. On a pris notre retraite de cette maison d'édition. Cette maison d'édition, était dans les Alpes-Maritimes, était basée à Cannes. Donc on y a passé quand même 17 ans, à Cannes, dans la région de Cannes. Et on s'est dit qu'on avait envie de revenir dans le Var quand on s'est retrouvé à la retraite, parce que les Alpes-Maritimes, c'est un département très bétonné, il y a très peu de nature par rapport au Var. Le Var est beaucoup plus vert, beaucoup plus beau. Et on est revenu habiter dans le Var à cette époque-là. Comme le bateau était basé à Porquerolles, on avait obtenu une place à l'année à Porquerolles, on s'est dit qu'on allait vivre à Porquerolles. Or, vivre à Porquerolles, c'est très difficile parce que c'est très cher de devenir propriétaire, difficile d'être locataire. Donc on a commencé par habiter dans le centre Var et on venait pendant toutes les fois qu'on en avait envie, puisqu'on était à la retraite, on venait ici, et en particulier l'hiver. Voilà, ça a commencé comme ça. On louait l'hiver seulement. D'accord, vous louiez un petit appartement ici l'hiver. Ah oui, donc vous avez fait un peu le chemin à l'envers, parce que ici les gens commencent en général en été et terminent éventuellement. Et c'était en quelle année ? Alors ça, c'était en 2000. On a commencé à passer des hivers à Porquerolles de 2000 à 2005 à peu près, pendant 5 ans. On a passé des hivers, c'est là qu'on a commencé les fêtes du livre, qui avaient lieu justement à l'automne, à cette époque-là, toujours à l'automne. Donc on venait, quand je dis l'hiver, c'était dès que la saison se terminait à Porquerolles, c'était à la Toussaint. D'accord. Et quand vous dites que vous avez commencé les fêtes du livre, c'est vous qui les avez lancées ou elles préexistaient à votre arrivée, ces fêtes ? Elles n'existaient pas. Je les ai lancés avec ma collègue de l'école. Forcément, je me suis retrouvée amie avec la directrice de l'école et on a lancé les fêtes du livre ensemble. Dès l'an 2000, avec très peu d'auteurs à cette époque-là, une dizaine, et puis ça grossit d'année en année. Au bout de 8 ans, il y avait une trentaine d'auteurs. C'était puis des invités de marque. On a eu des gens qui sont venus pour parrainer les fêtes du livre. C'était
notre bonheur de faire ça. On était très heureuses toutes les deux d'organiser ça. Oui, j'imagine bien. Et du coup, vous étiez résidente à mi-année. Vous veniez combien de temps exactement sur l'île? Pendant tout l'hiver? Oui, on venait d'octobre, justement, de la Toussaint, la période de la Toussaint, jusqu'à Pâques. On peut venir l'hiver louer facilement à Porquerolles. Donc c'était une période où c'était facile de faire ça. Et on organisait nos fêtes là, dans ces moments-là, puis c'était prêt pour la Toussaint. Et vous reveniez sur le bateau pendant l'été ou non? Non, l'été c'était la campagne, puisqu'on avait acheté dans le centre Var une maison à la campagne. Donc pour nos petits-enfants, c'était la campagne. C'était l'hiver seulement pendant 5 ans. Et puis au-delà de ces 5 ans, on en a eu assez de se partager, parce qu'on trouvait que ce qu'on faisait à Porquerolles, on ne le faisait pas à temps plein. On avait trop de petits pointillés entre les moments où on se retrouvait pour travailler à toutes nos idées de fête. Et on a décidé à ce moment-là de venir s'installer à Porquerolles définitivement. On a vendu notre bien du centre Var et on s'est installé ici grâce à un logement qu'on a pu trouver, une location à l'année, ce qui est assez difficile à trouver, mais ça a été une chance. Dans les années 2005-2006, vous vous installez. Est-ce que l'adaptation à la vie ici a été facile et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué en arrivant? Sachant que, si j'ai bien compris, ça s'est fait quand même progressivement puisque vous êtes venu à mi-année puis en année complète. Mais qu'est-ce qui, je dirais, vous a marqué quand vous êtes arrivé? Et est-ce que vous avez senti que l'adaptation était simple, pas évidente? Voilà, comment vous êtes senti accueilli? Je pense qu'elle a été simple parce qu'en arrivant par la mer, je pense que c'est le meilleur moyen d'arriver sur une île, c'est d'y arriver par la mer. On sait où on arrive, on sait comment on y vit. Mais ce qui nous a le plus attiré, alors je ne sais pas si je dis je ou nous, peu importe, je dirais plutôt je. Ce qui m'a attiré, c'est le fait que ce soit un territoire qui ne soit pas bétonné. Il nous semblait arriver dans un lieu qui datait des années de 30 ans, très ancien dans son mode de vie et dans ses peu de constructions nouvelles, pas de béton. C'est ça qui nous a attirés. C'est le côté... Cette dimension absolument naturelle et sauvage de l'île. Qui contrastait complètement avec le continent là-bas, le littoral du continent qu'on a toujours connu, puisqu'on a toujours habité dans le Var. Mais c'était 30 ans en arrière. Voilà, l'impression qu'on a eue, c'est celle-là, de venir dans un lieu où l'on vivait encore comme il y a 30 ans auparavant. Donc c'est ça qui nous a beaucoup plu. Quand vous vous êtes installé, vous pensiez que vous alliez y passer tant d'années ou vous sentiez que c'était provisoire, à l'essai Je pense qu'on était convaincus qu'on y resterait parce que ça a été une adhésion subite et profonde. Dès qu'on a décidé de s'installer là sur l'île, on a su qu'on y resterait parce que c'était un peu comme un rêve qui se réalisait. Il y a quelque chose de... À un moment, c'est insaisissable, mais on sait que c'est là qu'il fallait aboutir. On ne pensait pas qu'on en partirait, on n'envisageait pas de faire autre chose que ça. Je me souviens même à cette époque-là, en arrivant dans cet appartement-là où on allait habiter à l'année, je me suis dit, à nous deux Porquerolles. Ça a été je l'ai encore en tête, cette expression. À nous deux Porquerolles, il faut qu'on se trouve, quoi. On était déjà reliés, mais il fallait le consolider. C'était pas gagné encore. C'est ça, la cohabitation à l'année maintenant, est-ce que ça va marcher? Alors ça fait une petite quinzaine d'années, du coup vous êtes sur l'île, j'imagine que votre vie a changé en 15 ans. Aujourd'hui, à quoi ressemble une journée pour vous, Monique, sur l'île? Peut-être qu'elles ne se ressemblent pas toutes, mais est-ce que vous pourriez me dire quelles sont vos principales activités sur l'île? Disons qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Dès que je commence la journée, je sais qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre mes activités tout à fait personnelles, c'est-à-dire associatives ou écriture, ou musique, ou voilà, des choses que j'aime faire, qui me sont tout à fait personnelles, et l'activité physique, c'est-à-dire on marche énormément avec mon mari, on marche des heures dans la colline, 2-3 heures par jour quand on peut. Évidemment, il y a des jours où c'est pas possible, oui. Mais quand on peut, il y a les 2 ou 3 heures de marche tous les jours, et ça c'est important. Donc vie associative, vie très personnelle, mes propres projets. Et pour Michel, c'est un peu pareil, parce que lui, il sculpte beaucoup, il te le racontera. Et la nature.
En gros, c'est ça. Si je devais résumer, ce serait ça. Est-ce que, j'aimerais un peu creuser le lien que vous entretenez avec Porquerolles. Est-ce que vous avez eu l'occasion, depuis cette petite quinzaine d'années où vous êtes ici, de quitter Porquerolles pendant une longue période ? Et si oui, est-ce que vous avez ressenti quelque chose en particulier ? Et même si c'était sur une courte période, est-ce que les allées et venues avec le continent, avec d'autres destinations, est-ce que ça génère chez vous des émotions particulières ou voilà, ce sentiment du retour à Porquerolles, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Absolument, comme à tout le monde, c'est-à-dire ce sentiment de liberté dès qu'on a garé la voiture sur le parking, qu'on a enlevé la clé du moteur, on a un sentiment de liberté et d'exode. On s'en va, on quitte quelque chose qui pèse un peu, qui est un peu lourd à vivre. Et arrivé ici, on a toujours la même impression de rentrer chez nous et de rentrer dans un lieu unique qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le continent. Et qui est libérateur. Quoi, Et ça, ce sentiment, quand vous dites toujours, ça veut dire qu'il est intact intact. Il n'a pas changé. Là, ce matin, on est parti en ville, on est revenu, et que ce soit Michel ou moi, on disait « Ouf, nous voilà !» On est toujours heureux de retrouver l'île, et il y a cette... c'est un sentiment c'est difficile de l'exprimer, parce qu'en dehors du mot « liberté », peut-être un peu, il veut dire beaucoup de choses, mais on se sent mieux dès qu'on arrive sur l'île, parce qu'on se sent coupé de la folie, de l'impression que de l'autre côté, il y a une certaine folie de vivre, et de rapidité aussi, de vitesse de vivre. Donc on retrouve une certaine quiétude, certainement, un sentiment de... calme, même si tout n'est pas calme à Porquerolles, même si tout n'est pas rose non plus, dans les vies. On y vit de très mauvais moments, des moments très durs. Mais c'est un ailleurs qui fait du bien, parce que c'est... Est-ce que ça veut dire peut-être toujours en vacances, quelque chose comme ça ? Je sais pas. Ça, j'ai du mal à le définir. En tout cas, j'entends bien ce sentiment de liberté, d'éloignement d'un certain brouhaha et d'un milieu anxiogène, certainement. Porquerolles au fil des saisons, vous habitez donc à l'année, donc vous voyez Porquerolles qui change, qui bouge. Est-ce qu'il y a une saison à Porquerolles que vous préférez ou pas ? Sans hésitation, l'hiver. Sans hésitation. Vraiment ? L'hiver, c'est fabuleux. L'hiver, on est chez nous, elle nous appartient, l'île, entièrement. On se promène dans notre jardin. On n'a pas à le partager avec qui que ce soit. Et cependant, quand les gens arrivent, on est très heureux qu'ils profitent aussi du soleil, de l'île. C'est normal, on ne va pas garder l'île pour nous sous prétexte qu'on a les moyens d'y vivre. Non, mais ce sentiment qu'elle nous appartient, c'est l'hiver qu'on le ressent. Quand je marche dans la rue du Phare, par exemple, j'entends mes pas sur le goudron, là, alors que l'été, dès que les gens arrivent, c'est fini. Il y a les voitures, il y a les vélos, il y a le mouvement, c'est terminé. Là, on est par exemple début juin, c'est vrai qu'il commence à y avoir un petit peu de monde, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop, période des ponts, quand c'est la foule, quand on voit, faut se frayer un passage au milieu des vélos et des gens, c'est vrai que c'est plus difficile. Mais l'hiver, on traverse la place, elle est vide. Il y a des moments, on se retrouve au milieu de la place, seul. On ne rencontre personne à certaines heures. Et au contraire, à 11h le matin, quand la boulangerie fonctionne, la supérette, etc., alors là, c'est l'agora. On discute avec tous les porquerolliers qu'on ne voit jamais l'été, qu'on ne rencontre plus. Là, on se rencontre en fin de matinée avec les gens de Porquerolles. Et c'est là que naissent tous les projets, les rendez-vous, on fait quelque chose ensemble l'hiver. Donc la vie de village renaît en quelque sorte quand l'hiver arrive. Complètement. Elle renaît dès que les vacances de la Toussaint sont terminées. On se retrouve et on décide de faire des choses ensemble. On se donne des rendez-vous, des projets, on a des choses à se dire. Et c'est là qu'on vit entre Porquerolles. Ça, c'est très net, très très net. S'il y avait un endroit sur l'île que vous affectionnez tout particulièrement, Monique, ce serait lequel ? Il y en a deux. Il y en a un qui est tout près. Ce sont les oliviers, là, au carrefour des oliviers, avec ces cyprès, ces oliviers. Moi, je dis toujours, c'est biblique.
On se croirait revenu à l'époque de la Bible. Je confirme, c'est magnifique cet endroit. Ça apporte une sérénité, ce lieu, il a une beauté, une sérénité, un calme. On deviendrait zen là. J'aimerais m'asseoir au milieu et faire de la méditation. Pas en plein été, parce qu'en plein été, il faudrait donner l'itinéraire à tous les passants. Absolument. Donc ça, c'est le plus proche. Ça, c'est quand on ne va pas très loin. Mon mari en a d'autres d'ailleurs, il te dira. Et le deuxième, c'est les Chevreaux. Les Chevreaux, c'est un lieu là-haut, perché sur les falaises du sud. En montant vers le phare. En montant vers le phare, sur la droite encore du phare. Et là, on a l'impression d'être sur la Lune. On n'est même plus à Porquerolles. C'est un endroit qui diffère tellement de Porquerolles qu'on se sent aussi sur une autre planète, je dirais. Pratiquement sur une autre planète. Oui, on a un sentiment un peu de surplombé. En effet, c'est assez lunaire et on surplombe cette mer. Il y a un petit côté effrayant. Si on regarde de loin, on a l'impression que les gens vont tomber, mais finalement, on est très en sécurité là-bas. La végétation est à ras de terre. On dirait presque qu'elle rampe sur le sol dans cet endroit-là, tellement elle résiste au vent comme ça en se courbant et en rampant. Et c'est donc très étrange parce que c'est différent des petites forêts qu'il y a sur Porquerolles, c'est autre chose encore. C'est deux lieux bien différents. Vous n'avez pas cité de plage ? Non. C'est trop convenu. Peut-être pas, non, parce que l'hiver, elles sont agréables aussi, les plages. On se promène beaucoup sur la plage de la Courtade l'hiver. C'est une jolie promenade, ça fait une boucle. Derrière le stade, là, on fait une boucle. Et si, mais la plage l'hiver, c'est vrai qu'elle est souvent pleine de goémons, elle est couverte d'algues très hautes l'hiver. Donc non, je suis moins attirée par la plage que par l'intérieur, c'est vrai. Pour vous, Monique, la Porquerolles authentique, c'est vrai que c'est une formule qu'on entend souvent. Si vous n'avez pas passé un hiver ici, vous ne connaissez pas la Porquerolles authentique. Pour vous, c'est quoi en fait ? Si vous deviez la décrire à quelqu'un qui ne connaît pas Porquerolles ? Alors, je demanderais à un ancien de la décrire parce que j'écoute les anciens qui décrivent Porquerolles et pour moi, c'est celle-là. La Porquerolles authentique, c'est celle qui décrivent quand il y avait beaucoup plus de liberté justement pour circuler. Les anciens me racontent qu'ils intervenaient sur la végétation de l'île et par exemple c'est eux qui taillaient les eucalyptus de la place ensemble, ils se mettaient d'accord, ils avaient des moments où ils faisaient ça et donc ils étaient très vigilants, ils surveillaient bien la végétation, la nature, ils étaient très respectueux. Mais évidemment, il y avait aussi tout ce qui était braconnage, il y avait à la pêche, les pêcheurs occupaient les petites plages, les criques, puis ils faisaient leur bouillabaisse là dans des chaudrons sur la plage. Et je l'ai entendu raconter. Pour moi, c'est ça. Mais je ne suis pas déçue justement parce que c'est l'hiver que je retrouve cette île de manière... Dans son authenticité, c'est l'hiver parce qu'elle est désertée. Et on va partout. Le parc est beaucoup plus absent parce que justement il y a moins à surveiller. Et on va aux champignons. On passe tout l'automne à chercher des champignons dans les sous-bois. Il y a l'époque des asperges qui à la fin de l'hiver. Il y a des moments où on retrouve justement tous ces gestes, toute cette vie simple. Qui était certainement la vie qu'ont pu connaître les plus anciens. C'est ça. Donc tout ce qui est peut-être plus en lien avec la nature. Dans sa simplicité, dans la simplicité de vie, pas sophistiquée, pas déformée pas altérée par l'argent, par tout ce qui est le commerce, voilà, on y vit de façon. Les commerces sont tous fermés l'hiver, tous à 1 ou 2 près, hein. Ça tu l'as vu. Oui. Et donc on retrouve des gestes et des manières de vivre qui sont d'autrefois. Et ça on aime beaucoup. Est-ce que, Monique, tu pourrais me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de ta vie à Porquerolles ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient à l'esprit et dont tu te dis ça restera dans ma mémoire ? Alors là, ça concerne des gens, parce que j'aime beaucoup faire des choses avec les gens. Et je me souviens, c'est vraiment anecdotique, hein, mais lors de la première fête du livre,
On avait beaucoup travaillé avec Catherine, c'était difficile parce qu'on s'initiait à ça, on ne connaissait pas trop la façon de faire, donc on était très très fatigués d'avoir préparé une fête avec le maximum d'auteurs, de signatures. C'était compliqué parce que c'était comme je te disais tout à l'heure, il fallait les rencontrer, tu te rends compte maintenant ce que ça veut dire, les rencontrer, les persuader que c'était la première, donc on n'avait pas d'antécédents, ils ne pouvaient pas se dire c'est une fête prestigieuse. On a eu beaucoup de mal et ça s'est passé sur 2 jours et on était très fatigués. Et à la fin de la deuxième journée, le week-end, là, on était très fatigués. Et quand on commençait à plier, à ranger, est arrivée Hélène, notre Hélène japonisante, là, que tu connais maintenant, est arrivée Hélène avec un plateau de thé, de biscuits, de petits gâteaux chauds, qu'elle est venue nous offrir spontanément. Et ça, pour moi, ça a été une révélation parce que je me disais, il va falloir faire des choses avec les gens à Porquerolles, mais qui sait si ça va marcher. Déjà, avec les auteurs, ça avait été difficile. Et puis tout d'un coup arrive cette Hélène comme un ange, voilà, un rayon de soleil. Et ça m'a marqué vraiment très fort parce que j'arrivais, je crois, et que ça m'a fait du bien de me dire qu'on allait pouvoir faire quelque chose, quoi, certainement. S'il y avait aussi cet état d'esprit. Et cet accueil, oui, c'est une belle anecdote. Concernant les gens, après, par rapport à la nature, je sais pas, je m'en viens pas à l'esprit tout de suite. Je peux chercher pour une autre fois. Très bien, mais en tout cas, quand c'est relatif aux hommes et aux rencontres, c'est très beau. Donc, j'aimerais aborder avec vous la notion d'insularité. C'est vrai que la vie insulaire fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité ? Les inconvénients, c'est toujours l'éloignement du continent qui fait que, je me souviens, les premières années, j'avais un petit peu d'inquiétude quand même par rapport à l'accident, s'il arrivait quelque chose d'un peu pénible, la maladie. Je me disais, est-ce qu'on sera pris en charge comme sur la côte ? C'était pas évident. Surtout il y a 20 ans, il n'y avait peut-être pas autant de services d'hélicoptères que maintenant. Donc on se sent un petit peu coupé du monde par rapport à l'assistance et à la santé. Ça, c'est la première chose que j'ai ressentie. Et depuis, ça a changé parce que je me suis rendu compte qu'avec l'hélicoptère, maintenant, on est presque mieux et plus rapidement évacué ou soigné que quelqu'un du continent. C'est pas paradoxalement. Curieusement. Donc, il y a ça. Après, il y a les questions d'achat, de courses. Évidemment, ici, la vie est beaucoup plus chère puisque tout est taxé pour être transporté en bateau. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on aille forcément en face faire des économies pour tout, pour la nourriture, pour les vêtements, tout ce qui est... Alors ça, c'est une petite contrainte, parce que dès qu'on arrive sur le continent, c'est la voiture, c'est se retrouver dans la foule. Tant qu'on est jeune, je crois que c'est presque un plaisir, parce que ça, je vois les jeunes sortent de Porquerolles et vont volontiers faire leurs courses et leurs achats vestimentaires en face. Mais... nous qui sommes un peu plus âgés, j'avoue que par moment, on aimerait bien avoir un peu plus de confort de ce côté-là. On y va et on fait des provisions pour 3 semaines. C'est ça, il faudrait un service pour les Porquerolais, vous savez, les Auchan Drive, ce genre de formule qui fonctionne, où chacun passerait sa commande et serait livré. Ça existe maintenant avec la ruche. Ah, très bien. Oui, la ruche, c'est depuis 1 an qu'elle fonctionne. Et c'est vraiment agréable. On commande sur Internet, on sait que ce sont des producteurs locaux avec de bons produits, donc on est tranquille. Et vous êtes livré ici, vous n'avez pas à vous déplacer. Ah oui, ça c'est bien. Oui. On a cette facilité-là maintenant. Les avantages, c'est ce qu'on a dit, c'est de retrouver du calme, de se retrouver en un groupement humain qui est vraiment à taille humaine, famille, comme une grosse famille. Vous le ressentez ça ? Oui. Je le ressens pour les personnes que je côtoie régulièrement. Évidemment, d'autres, il y en a beaucoup que je ne connais pas, que je ne connais pas du tout. Pour vous, ça fait vraiment la singularité par rapport à la vie sur le continent. Vous pensez qu'ici, il se vit vraiment quelque chose de l'ordre de la communauté insulaire ? Je pense que c'est pas plus que dans un autre village. Les villages connaissent ça, parce que les villages
on reste aussi très fermé sur leur population. Il y a leurs festivités, ils ont leurs activités locales, donc je pense que c'est pas très différent. La différence, c'est qu'on est cerné par la mer, donc on a une frontière par rapport aux autres, aux gens du continent, que les villages n'ont pas, c'est tout. Mais la vie de village, si je compare avec ce qui se fait en associatif dans les villages, il y a autant à Porquerolles qu'ailleurs, c'est pas ni plus ni moins. C'est plutôt qu'on se croise plus facilement du fait qu'on ne va pas autant ailleurs et sur le continent que les autres. On ne va pas en ville comme ça à tout bout de champ, donc on se croise beaucoup plus. Et quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on a 9 chances sur 10 de le croiser, c'est pratique. Beaucoup de choses se font comme ça. Et sur le bateau, alors n'en parlons pas. Sur le bateau, pour moi, c'est le lieu où tous les projets de l'île se bâtissent. Se dessinent. C'est vrai qu'on met quoi ? La traversée, c'est 15-20 minutes. On dit souvent dans les entreprises que les projets se font au moment du café, mais là, chez vous, c'est au moment du bateau. C'est sérieux, c'est très, très, très intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un moment où on a le temps et où on est posé, on a le temps d'échanger. Justement. Et hors du temps. Oui, absolument. Appris par quoi que ce soit d'autre, c'est fabuleux. L'hiver, l'île revêt un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé 1 ou 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur Porquerolles. Un habitant de l'île, d'ailleurs, disait, j'ai entendu ça dans un reportage, il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous trouvez que les hivers sont longs et rudes ? Alors j'ai cru comprendre que c'était plutôt la saison que vous préfériez, donc peut-être que ce n'est pas si long et si rude que ça pour vous. Voilà. Est-ce que pour vous c'est une phrase qui vous parle ? Il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Et si oui, est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre trésor ? Alors, elle me parle, en effet, et elle me parle, j'ai réfléchi à ça le jour où j'ai entendu des gens qui habitaient à l'année à Porquerolles, et que j'avais rencontrés, que je connaissais, et qui m'ont dit c'est fini, nous Porquerolles, l'hiver, on n'y viendra plus, parce que c'est toujours pareil, ça ne change pas, on ne découvre rien l'hiver. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais au fait, toi, qu'est-ce que c'est qui fait que tu restes à Porquerolles et que tu aimes l'hiver ? Et je me suis rendu compte que je découvre tous les jours, et plusieurs fois par jour, des tas de choses que justement ces gens-là semblaient ne plus découvrir. Déjà la nature, d'un jour à l'autre, même en hiver, elle change énormément. Quand on se promène beaucoup, donc on change de sentier. Ces sentiers ne débouchent pas toujours sur les mêmes lieux. Je crois qu'on a la possibilité, c'est peut-être pas un trésor, mais en tout cas la possibilité une curiosité en nous qui fait qu'on est toujours en admiration devant quelque chose de nouveau qu'on découvre et qui nous fait dire mais c'est pas possible de penser que ça ne change pas. Vous voulez dire en fait que Porquerolles c'est un peu une invitation à s'émerveiller tous les jours de quelque chose de différent et de nouveau. Quelque chose de nouveau, quelque chose que dans les couleurs, dans les formes, dans la végétation, dans les gens, puisque c'est pareil, du fait qu'on se rencontre souvent, on apprend toujours quelque chose de différent de quelqu'un, on parle plus ou moins longtemps avec les gens, donc on les connaît mieux. Peut-être qu'il faut avoir en soi une curiosité. Si c'est ça le trésor, ça peut être un trésor. Je pense que c'est une capacité à s'émerveiller aussi. Oui. Mais là, je pense que c'est quand même lié à une situation personnelle. Il faut aussi avoir une certaine stabilité de vie, disons dans ses revenus, il faut vivre aussi de façon ne pas survivre. Il faut vivre en pouvant apprécier la beauté des choses. Oui, ça suppose certainement déjà que matériellement on soit en sécurité et disposé à dépasser le stade purement de l'indispensable. Tout à fait. Dépasser ce stade-là et après. Il me semble que plus naturellement, on va vers ces belles choses, vers ce contentement, quoi. Le beau coucher de soleil, tout le monde n'a pas le cœur à admirer le coucher de soleil. Moi, j'ai jamais, critiqué des gens qui disaient « moi, j'ai jamais vu qu'il y avait un beau coucher de soleil à Porquerolles », parce qu'ils ne peuvent pas le voir, c'est tout. Il y a peut-être trop d'insécurité dans leur vie, trop de tristesse, trop de crainte. C'est pas...
C'est pas donné. Non, c'est pas donné. C'est certainement cette faculté à s'émerveiller. Tout le monde ne peut pas forcément y accéder. Tout à fait. Il semblerait que lorsque les insulaires partent en vacances, ils partent presque toujours sur d'autres îles. C'est ce que j'ai entendu. Est-ce que vous l'avez constaté? Et si oui, est-ce que vous l'expliquez? Eh bien, peut-être par oui, je l'ai constaté, en effet. Moi aussi, je l'ai entendu beaucoup. J'ai fait moi-même la même chose. L'été, je suis partie sur des îles et j'ai de plus en plus envie de partir en vacances sur des îles quand je m'en vais de Porquerolles. Vous êtes allé où, par exemple? Sur l'île de Groix, oui, en Bretagne. Mais je suis tentée par d'autres îles encore. Et alors Pourquoi? Parce que justement, on a envie de conserver cet petit univers-là privilégié où on se trouve, ce calme, cette beauté, cette sérénité, ailleurs. Les beaux sites, les beaux endroits, les grandes capitales magnifiques, pourtant on en a visité aussi, hein, mais ça n'apporte pas cette même plénitude, je dirais. Il y a une sorte de plénitude dans les îles, parce que tout concorde à ce qu'on apprécie, cette beauté et ces vacances ailleurs, alors que parfois dans les lieux très touristiques, très prisés, qui sont magnifiques, hein, on est confronté à beaucoup de monde, à beaucoup de foules, à des hôtels, à des lieux de vie qui sont chargés, qui sont plus... Certainement cette plénitude, et puis l'idée d'être dans un endroit délimité aussi, un peu coupé. On en prend l'habitude. Oui, on en prend l'habitude. Mais pourquoi? Parce que justement, ça coupe de cette masse de gens qui viennent parfois gêner le plaisir. Du coup, quand vous dites on en prend l'habitude, ça veut dire qu'à contrario, c'est parfois trop long, la vie hors d'une île, ou pas? C'est-à-dire que quand vous partez un peu longtemps de Porquerolles, ça vous pèse ou pas? Mais je n'en pars jamais très longtemps, faut dire, parce que justement, on est tellement bien qu'on n'en part jamais très longtemps. Donc j'ai du mal à répondre à ça. J'ai du mal. Je sais pas. Non, mais ça s'explique peut-être que vous n'en partiez pas souvent. L'été approche, on vient de passer le week-end de l'Ascension, là. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de monde le week-end dernier, avec l'arrivée en masse des touristes. En été, ce sont à peu près 15 000 touristes par jour, c'est colossal. À peu près 1 million pour l'année, c'est ça, pour 300 habitants. Comment vous vivez cette rupture entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été? Est-ce que vous adaptez votre mode de vie pendant l'été? Vous disiez tout à l'heure que les gens ressortaient après la Toussaint. Vous vous enfermez, vous vous barricadez chez vous. Comment vous faites? Pour la plupart, mais c'est eux qui vous répondront, ils travaillent dans les commerces, donc ils ne s'enferment pas. Ils profitent de la saison pour gagner de l'argent, ce qui est normal, puisque c'est seulement à cette époque de l'année qu'ils peuvent gagner leur vie. Et donc ça, c'est pour la plupart. Nous, on vit à contresens, c'est-à-dire entièrement à contresens, c'est-à-dire qu'on va à la plage à 8h du matin jusqu'à 9h, quand les premiers touristes arrivent avec leurs cabas, leurs chaises, etc. On s'en va. Et leur glacière. Parce que Michel, lui, ne va pas à la plage. Mais moi, j'y vais. J'y vais le matin, comme ça, entre 8 et 9, 9 et demi. Premier bateau chargé, c'est 9 et demi. Ensuite, quand on va faire les courses, déjà, là, on a commencé, on prend des horaires qui font qu'on revient. Là, c'était le matin, mais c'est exceptionnel. Après, on va de plus en plus partir au bateau de 2 heures et revenir à celui de 6. On vit à contresens, voilà. D'autant qu'on est dans un petit îlot de verdure, là-bas où on habite, au bout de la rue du Phare. C'est un endroit un peu isolé par rapport au bruit de la place, les bals, tout ce qui est musique, tout ça. On est un peu éloigné, donc on a notre petit îlot dans l'île, on l'appelle. Même l'été, on va faire nos promenades parce qu'il n'y a personne dans les forêts. Les gens sont tous à la plage, tous, ou sur la place à manger des glaces. C'est ça. Dans la forêt, on est tranquille. Personne. Bon, donc il y a encore la possibilité de trouver des coins préservés, même quand l'île est... Oui, il faut calculer, oui, je suis bien d'accord. Alors, vous avez déjà dessiné quelques pistes, mais j'ai envie de vous demander le conseil que vous donneriez à un de ces 15 000 touristes quotidiens pour arriver à saisir
l'authentique Porquerolles, ou tout du moins en approcher l'essence. À quelqu'un qui voudrait passer une journée sur l'île sans être dans le flot de touristes qui va voir Notre-Dame, vous lui diriez quoi pour profiter de sa journée? Parce que malgré... Je lui dirais de prendre le bateau de 7h30 à la Tour Fondue. Ça serait le bon conseil. Oui, le bon conseil. Il n'aurait pas de problème pour se garer, il n'aurait pas de problème de parking, pas de problème de traversée. Il irait voir Notre-Dame. Absolument. Et puis dans la journée, d'avoir un pique-nique et de chercher justement un lieu ombragé dans les bois plutôt que sur le bord de mer ou sur le... mais quelqu'un qui a envie de vivre ça aussi. Donc, pique-niquer dans un lieu agréable. Il y a un châtaignier là-bas, en haut de l'espace des oliviers, là. Je ne sais pas si tu le connais, un châtaignier centenaire. Un peu plus haut que les oliviers. C'est le seul châtaignier de l'île et c'est le châtaignier centenaire de l'île sous lequel Madame Cano, là, qui fabriquait des petits plats à un moment pendant très longtemps, de l'huile d'olive, des petits plats, emmenait les gens qui voulaient déguster ce qu'elle faisait sous ce châtaignier pour aller pique-niquer là et être dans un lieu où personne ne va. Personne ne va, bien qu'il soit là à 2 pas du village. Faire peut-être les sentiers du côté des falaises, là-bas, suivre les sentiers. Il y a bien quelques vélos qui passent, mais je pense que le parc va interdire de plus en plus, parce qu'ils abîment les chemins, ils défoncent tout. Donc plutôt y aller à pied, en fait. À pied ou à vélo aussi, mais oui. Pourquoi pas, mais à condition d'être sur des chemins comme ça, pas de vouloir faire du vélo pour aller à la plage d'Argent ou aller à Notre-Dame, parce que là, c'est les Champs-Élysées. Là. Oui, c'est ça, c'est vraiment les Champs-Élysées. Hein. Pour aborder la dernière partie, j'aimerais qu'on parle un peu de l'évolution de Porquerolles. Comment vous voyez l'île évoluer et quel regard vous portez sur les changements que vous pouvez observer depuis quelques années? Alors, moi je la vois plutôt évoluer dans le bon sens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, surtout dans les anciens, mais c'est pas grave. Moi je la vois évoluer dans le bon sens parce que à force de réclamer, par exemple, de l'eau, ce fameux sea line là qui apporterait de l'eau à Porquerolles, parce que c'est vraiment un problème sérieux, le problème de l'eau à Porquerolles, qui n'alimente plus toute la population et surtout pas l'été. Donc il y a un sea line qui va se faire là en 2020, je crois qu'il sera en fonctionnement. Il y a au niveau du tri, parce que ça pêchait aussi de ce côté-là, les déchets, les poubelles, de plus en plus sérieux, de plus en plus, et là avec le Porquerolles Info, là, puisque je fais partie de la petite équipe de Porquerolles Info, on a su que des dispositions vont être prises pour que l'île soit plus propre, qu'il y ait plus de respect de ce côté-là, donc ça je vois que ça devrait aller vers le mieux. Côté Porquerolles structure, on est très heureux d'avoir cette maison du commandant pour les associations et ça c'est un plus, ça a été demandé pendant des années. Disons qu'il faut 30 ans pour que les choses aboutissent, mais les gens sont très opiniâtres ici, ils réclament depuis tellement longtemps que finalement ça aboutit petit à petit, lentement mais ça aboutit. Moi je ne trouve pas que l'évolution aille dans le mauvais sens. Il reste sans doute à régler la question des quotas, c'est-à-dire les bateaux, du tourisme, la quantité de gens qui peuvent venir sur une île comme celle-ci, protégée et qu'il faut respecter. C'est la capacité d'accueil, tout simplement, de l'île. C'est pas en bonne voie. Ça parle beaucoup, ils discutent beaucoup entre eux, tous les organismes concernés, mais ils ne se sont pas mis vraiment d'accord par rapport à ça. Et ça, c'est peut-être le point noir, le point faible de l'île, de voir qu'elle est protégée d'un côté par le parc et qu'il y a des enjeux certainement économiques derrière qui pèsent dans l'autre sens. Pour l'instant, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, mais je ne suis pas pessimiste, je pense qu'on y arrivera. Comment vous avez perçu l'installation de la Fondation Carmignac sur l'île, qui a quand même été l'événement des quelques dernières années et qui a fait pas mal...
débattre sur l'île. Oui. Moi, j'étais très méfiante au départ parce que, voyant que c'était un banquier qui venait s'installer sur l'île, on est toujours un peu méfiant. Et puis, amener encore plus de monde sur l'île, ça, c'est toujours un souci, pour la même raison, que l'île en pâtit. Et, comment dire, la surprise a été énorme. De voir ce qui avait été fait. On connaissait le domaine qui était habité par M. Vidal auparavant, celui dont les enfants ont vendu la propriété à Carmignac. Et on était donc, elle était magnifique cette propriété. Et on était très méfiants par rapport à ça. Et quand on l'a vue pour la première fois, qu'elle a été inaugurée, qu'on a visité, qu'on a été invité très gentiment d'ailleurs. C'était il y a 1 an tout pile, c'était le 1er juin je crois. Enfin peut-être pour les Porquerolais, il y avait même eu une date en amont. Juste avant, il a vraiment su y faire. Par rapport aux Porquerolais, justement, en les invitant avant, en les faisant participer au spectacle, en leur faisant des cartes, gratuites. Donc, et puis cette soirée inaugurale, je ne sais pas si vous y étiez, qui était absolument... Enfin, je l'ai racontée. Vous l'avez racontée. Ah, ça m'intéresserait de la lire, parce que je crois que c'était vraiment une soirée magique. Tout à fait magique. Avec ces... Sur Terre, on était dans la Voie lactée. Tout à fait. Il y en avait partout, des lumières partout, ces musiciens perchés dans les arbres, c'était fabuleux. C'est vrai que, bon, je pense qu'il y avait une opération séduction, mais très réussie. Oui. L'architecture elle-même du lieu est très belle. Moi, vous avez vu les 2 expositions, j'imagine? Oui. Et au final, je me suis dit, pour Porquerolles, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà quelle était ma réaction. Parce qu'évidemment, il n'y a pas ailleurs de lieu prestigieux comme celui-là. Et ça apporte du fait que je m'intéresse à la culture, qu'elle soit livresque ou artistique ou autre, je trouvais, depuis le début, je pensais qu'à Porquerolles, il y avait beaucoup de choses à développer dans ce domaine. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé avec mon mari, on a senti quand même... Un vide culturel? Oui, et un aspect commercial très, très bien installé, très rentable. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Alors, je ne sais pas si en hiver, il y a des petites choses qui sont organisées. Peut-être qu'avec la Villa du Commandant, ça va être le cas, mais il n'y a pas de cinéma à Porquerolles. Bon, la bibliothèque, elle est là, heureusement qu'elle est là, mais c'est vrai que culturellement, il pourrait y avoir une certaine aridité. Justement, depuis des années, ça se développe de plus en plus. Et puis l'association Vivre à Porquerolles, il faut absolument la rencontrer. Ce sont des gens fabuleux qui font beaucoup de choses pour que les gens justement se rencontrent, les Porquerolais se rencontrent avec toutes sortes de petites festivités. Ils fêtent tous les mois d'hiver quelque chose, les rois en janvier, la Saint-Valentin en février, le carnaval, un dynamisme, mais avec des activités qui vont avec. Je veux dire, c'est pas simplement faire la fête, boire et chanter. Oui, tout à fait. Des activités et des marches. Ils avaient organisé un moment des marches dans la forêt. De notre côté, en dehors de la lecture et des cercles de lecteurs, tout ce qu'on fait là, il y a une troupe de théâtre qui joue, puisque tu l'as su. Voilà, on essaie sur le plan culturel de dynamiser, il y a un petit pôle dynamique qui essaie de... Mais qui regroupe quand même un certain nombre de Porquerolais, une vingtaine, je dirais, sur 300 adultes. On trouve que c'est pas si mal. Quels sont, selon vous, Monique, les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir? Pour moi, c'est le respect de cette île et de sa conservation en l'état, qu'elle ne soit pas détériorée, qu'elle ne soit pas... que les habitants puissent y habiter quand ils sont jeunes, s'y installer, je veux dire, quand ils sont jeunes, qu'ils ont des familles, qui veulent... c'est la jeunesse, ce sont les familles qui vont renouveler Porquerolles à terme. Donc il faut vraiment que ce soit encouragé, tout ça, qu'on aille vers une nature beaucoup plus respectée et surtout vers un accueil des populations jeunes en particulier, plus sérieux, plus volontaires, parce que ce sont eux qui feront Porquerolles de l'avenir. C'est pas les gens comme nous, c'est pas les anciens qui parlent avec nostalgie du passé, c'est ceux qui ont des idées pour l'avenir. Donc aider les jeunes qui ont envie d'apporter leur dynamisme, de créer des choses à Porquerolles, les aider à s'installer. Et j'entends aussi un message un peu de sensibilisation quand même sur la protection de l'île.
Ça, c'est primordial. Si cette île se détériore parce qu'il y a trop de monde, parce que les sentiers sont ravinés, parce que la végétation au bord de mer est foulée par les gens, le parc fait déjà beaucoup de travail, mais s'il n'y a pas ce... Ça passe aussi par une vraie implication des acteurs et... Les responsabilités des gens et que les organismes qui gèrent l'île soient soucieux de ça. Il y a un projet qui est intéressant, c'est ce projet Petites îles de la Méditerranée, là, pour qu'elles échangent leurs bonnes pratiques. Oui, ce qui les fait progresser, ou qui prennent conscience de ce qui ne va pas. Il y a un regroupement de Smilo, ça s'appelle, Smilo. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on pense à l'avenir, justement, et qu'on ne va pas pleurer tout le temps, se lamenter. Ben oui. Et alors, en parlant d'avenir, alors je ne sais plus si c'est vous qui étiez à l'initiative de la fiction Porquerolles, les petits ouvrages, l'invitation à écrire des récits de fiction sur Porquerolles, lire à Porquerolles. Des concours de nouvelles. Et alors, du coup, moi j'ai envie de vous demander comment vous imaginez Porquerolles dans 30 ans. Alors on avait lancé un concours, c'était plus ambitieux que ça encore, c'était Porquerolles en 3000. Ouf, ah oui. Donc fabuleux. Les histoires de science-fiction qu'il y a eu dans ce recueil, il faut les lire, ils sont fabuleux, formidables. La mer qui monte, il n'y a plus qu'un seul survivant qui est sur un rocher. Aïe aïe aïe, c'est terrifiant. Ah oui, c'était vraiment... parce que ça sent... Des récits apocalyptiques. C'était de la science-fiction, mais c'était très apocalyptique. La plupart étaient apocalyptiques. Alors, sans se projeter aussi loin, en ayant 15 ans de vie à Porquerolles, et puis tout simplement votre parcours de vie, voilà, est-ce qu'il y a des choses dont vous imaginez, voilà, dans 30 ans, Porquerolles, il y a des choses que vous arrivez à percevoir Dans 30 ans, je rejoins un peu, on a créé un spectacle là sur ce sujet, c'était Porquerolles réserve, la réserve de Porquerolles, c'est-à-dire je verrai un peu soit c'est l'inverse, c'est la base interstellaire qu'avait inventé quelqu'un qui avait écrit une histoire, justement, une base interstellaire avec les engins spatiaux qui atterrissaient, qui déposaient leur contingent de touristes, et puis qui repartaient. C'était une vraie base qui était, je ne sais plus s'il avait Situotad. Oui, mais avec des engins qui atterrissaient, qui repartaient en permanence. C'était fabuleux comme invention. Donc, soit ça devient ultra touristique et avec des moyens peut-être encore plus sophistiqués de faire les visites et de traverser, ou alors la réserve, c'est-à-dire qu'on a compris que cette île devait être protégée, surprotégée même, et à ce moment-là, on referme un peu l'île sur elle-même, et on avait créé un spectacle qui montrait, c'était très très amusant, qui montrait les Porquerolais habitants de cette réserve et des touristes venant visiter comme les réserves d'Indiens en Amérique ou ailleurs. Ça fait pas envie non plus. Tout à fait. Et donc il les regardait faire la bouillabaisse, il les regardait faire, et ça allait même plus loin parce qu'il les regardait se marier et faire l'amour comme traditionnellement, alors que tout maintenant était numérique ou digitalisé. Rencontre internet, rencontres virtuelles, etc. Porquerolles devenait un laboratoire de la vie d'antan, naturelle, de la vie saine, de la vie simple. Moi, je la vois simplement dans 30 ans plus protégée qu'aujourd'hui et plus. Vous pensez que ça va quand même dans ce sens? Oui, je crois, j'espère. En tout cas, j'espère, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se mettre en travers. C'est un patrimoine fragile et très protégé. Les 3/4 de l'île dépendent du parc national de Porquerolles. Donc on voit qu'on est sur une île qui est prise vraiment dans un paradoxe. Comment gérer les flux de touristes sans étouffer son patrimoine naturel? Est-ce que... Alors je vous pose une question que le parc doit se poser tous les jours. Est-ce que vous voyez des solutions ou pas? Personnellement, oui. Moi je ne vois que la régulation des navettes. Des navettes et des départs, et je ne vois que ça. C'est vrai que là, on est sur un flux permanent. L'été, les bateaux arrivent et repartent.
ça. C'est dans le port, les bateaux qui arrivent, c'est pareil, il y en a des quantités et par moment ils se mettent à plusieurs sur les bouées alors que c'est défendu pour le fond, pour les fonds marins. Ils tirent sur tout ce qui se trouve au fond. C'est pas bon quoi pour la mer, tous ceux qui... Alors il y a des organismes aussi, il y a des gens qui circulent et qui font des associations, qui vont de bateau en bateau, qui déposent des petits papiers pour expliquer comment mieux évacuer ces déchets du bateau, ou vérifier s'il y a des cuves noires à bord. Oui, il y a beaucoup d'agents qui circulent pendant... Mais ils n'ont pas la faculté, la possibilité de mettre des amendes, ils ne font que du conseil, prévention et conseil. Donc tout ça, ça contribuerait. Je ne vois pas trop personnellement ce qui peut se... C'est plutôt au niveau de... Et après, en tant que personne, par rapport à tout ce qui est ordures ménagères et tout ça, participer à ce tri, être responsable aussi, pas se dire il faut que ce soit fait par d'autres, et moi je vais... Oui, tout à fait, oui. Ce serait dommage. Il y a l'effort personnel, mais il faut qu'en face, on sente qu'il y a des institutions qui ont la même volonté d'y arriver. Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui souhaiteraient s'installer à Porquerolles à l'année ? Vous qui avez fait ce chemin-là, à des jeunes par exemple, qui souhaiteraient s'installer pour ne pas se fatiguer, pour essayer de passer un hiver, 2 hivers et perdurer ici ? Je pense que ça, c'est l'histoire de chacun et que je pense pas tellement qu'il y ait de conseils valables. Il faut surtout... Moi, je raconte ce que je vis. Donc, si ça a un écho, parce que les gens sont prêts à franchir ce pas, se dire j'ai la possibilité d'aller vivre sur l'île, avec ce que j'entends, ça m'encourage à le faire, je comprendrai que ça puisse être leur chemin. Mais je le sens pas comme conseil. Je dis ce que je vis et puis ça a un écho ou ça n'en a pas. Par exemple, ce matin, c'est un exemple qui correspond à ce que tu dis. On était chez le kiné pour Michel et il m'interrogeait, tout en plaquant ses doigts là, sur Michel, il m'interrogeait sur notre vie, parce qu'on l'a vu plusieurs fois, mais on n'avait jamais eu le temps. Et il me posait presque les mêmes questions. Tiens. Je sentais très intéressée. Et à la fin, il me dit, finalement, vous me dites qu'il n'y a pas de kiné sur l'île, mais je crois que je vais aller m'y installer. Ah, vous avez fait naître une envie. Je ne revenais pas de sentir qu'il y avait du sérieux derrière. C'était pas juste pour dire, oui, ça me plairait d'être là. Non, il a dit, je vais y réfléchir sérieusement. Et voilà, alors que je lui ai simplement décrit comme là ce que je vivais, ce qu'on ressentait. Moi je dis les paroles, c'est un peu comme des chaînons qui s'accrochent les uns aux autres si la chaîne est prête à s'accrocher. Je trouve que l'idée de chaîne, j'aime bien. Oui, j'aime bien aussi, ça me parle beaucoup. Si vous aviez un vœu à formuler pour Porquerolles et ses habitants pour les 20 prochaines années? Alors moi je suis une idéaliste, donc je vais une rêveuse, une idéaliste. Mais mon rêve ce serait qu'il y ait encore plus de rencontres entre les gens, parce qu'il y en a qui vivent quand même dans leur coin, qui ne sont pas assez mêlés à la population, qui vivent un peu à l'écart, qui ne sont pas toujours heureux. Donc j'aimerais qu'on puisse beaucoup plus se fraterniser encore que ce qu'on le fait, et ça il me semble que ça passe par plus d'activités il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus très différentes. Par exemple aujourd'hui j'entends beaucoup dire que sur le continent il y a des lieux où on intéresse les jeunes à réparer des appareils qui sont usagés, qui sont anciens, et on bricole et on les remet en état. Et il y a des adultes qui s'occupent de ça, qui prennent ça en charge, mais comme une activité associative, pas lucrative. Et ça pourrait trouver sa place ici. Voilà. Je pense que ça trouverait sa place avec quelqu'un qui serait bricoleur et qui aimerait intéresser les jeunes à ça. À un moment, on parlait de reconstituer certains bateaux qui avaient le corail, par exemple, qui avait navigué entre la Tour-Fondue et Porquerolles. Et il y a des charpentiers qui seraient capables de dire on va fabriquer ça avec des jeunes. Et voilà. J'aimerais qu'il y ait des projets pratiques, c'est-à-dire récupérer, ne pas toujours consommer. Faire en sorte qu'on aille vers moins de consommation et plus de réutilisation. Moi, je rêve d'échanges de petites annonces intra-porquerolaises. Ça se fait un peu,
Mais on le fait en faisant le tour des poubelles. On récupère des meubles, on récupère des chaises, des choses, beaucoup de choses, hein, beaucoup. À un moment, on a créé aussi, puis ça a tenu pas tellement longtemps, mais ça a quand même abouti à quelque chose d'intéressant. On a créé au sein de Vivre à Porquerolles, alors, un échange réciproque des savoirs. C'est-à-dire que ceux qui savaient faire quelque chose l'enseignaient aux autres. Et ça aussi, c'est une de mes préoccupations. Faire naître les talents de ceux qui ne savent pas qu'ils ont du talent, ou en tout cas qui ne veulent pas le montrer. Donc on a cherché des talents. Il y en avait qui savaient donner des cours d'anglais, il y en avait qui savaient aider pour l'informatique, il y en avait qui savaient faire des chocolats de Noël, il y en avait qui savaient faire des bricolages, des porte-clés, des bracelets, etc. Et c'était institué, on allait chez l'un, chez l'autre, on apprenait, c'était un échange, puis ça s'est tombé en désuétude, je ne sais plus pourquoi. Et puis, je crois que ça aboutit, il me semble bien, je ne pense pas dire une bêtise, que ça aboutit aux marchés artisanaux qui sont là, sur le bas de la place, là, parce que ce sont les mêmes, ou presque, qui enseignaient justement dans ces échanges réciproques-là. Pour faire émerger les talents, il faut rencontrer des personnes qui facilitent, qui encouragent, qui donnent confiance. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup trop souffert à l'école de cette chose-là, de ne pas... Et par chance, j'ai travaillé très longtemps en pédagogie freinée là, pendant toute ma carrière d'enseignante, et la maison d'édition, c'était la maison d'édition du mouvement. Donc c'est un mouvement dont l'objectif est celui-là, montrer que l'on peut faire par soi-même des choses très très uniques, très remarquables et appréciées par les autres. Et ça ce sont des petits riens, moi, qui me comblent. Je trouve ça extraordinaire. C'est une forme de don de soi, d'arriver à trouver chez les autres leurs pépites, en fait. Mais tout le monde n'est pas réceptif à ça, donc c'est très très beau. J'ai 3 dernières questions, Monique. Quelle est votre définition? Alors je sais que c'est une question difficile, je ne sais pas si vous allez vouloir ou pouvoir me répondre. Quelle est votre définition, je dis bien votre définition du porquerolais? Du porquerolais? Ça a tellement été discuté que j'avais trouvé quelqu'un qui avait dit quelque chose qui me convenait bien. C'est pas de moi. C'est quelqu'un qui disait quelqu'un qui aime Porquerolles, qui est attaché à cette île et qui y vient pour s'intégrer à la population des Porquerolais, ceux qui habitent en permanence. Un cas comme toi, par exemple, pour moi, c'est un Porquerolais. Il n'y a pas d'autre définition. Quelqu'un qui aime l'île, qui s'y intègre, qui revient, qui apprécie d'y vivre, c'est un Porquerolais. Il n'y a pas de doute. Mais c'est pas de moi, je l'ai entendu dire et ça m'a plu. Bon, ça me plaît bien aussi, vraiment. En évoquant Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or. Alors on voit ça dans les reportages, dans les livres. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Alors pour moi, elle est beaucoup plus complexe que ça. Ce serait un puzzle, parce que franchement, il y a beaucoup de choses. Et j'ajouterais qu'il y a beaucoup de... À côté de ce tableau idyllique, il y a aussi un tableau très triste qui ne se montre pas, avec des gens désespérés. Il y a des gens qui se suicident à Porquerolles, il y a des misères, il y a des séparations, il y a, je pense, comme partout. Et cet écrin, c'est un écrin de la nature, quoi. C'est le côté naturel de l'île. Après, quand il s'agit de la vie des gens, c'est comme partout. Il y a des bonheurs, des malheurs, donc j'aurais du mal pour moi, il faut que tout y soit. Sinon, ce n'est pas l'île. C'est une image, une carte postale, quoi. Mais c'est pas l'île. L'île, il s'y passe un lieu de vie comme partout. Pour terminer, vraiment, Monique, c'est ma toute dernière question. C'est un peu une question bonus pour vous, qui êtes une grande lectrice. Quel ouvrage vous conseilleriez à de jeunes ou de plus grands lecteurs pour découvrir Porquerolles? Pour moi, c'est sans hésitation L'homme de Porquerolles.
Sans hésitation, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté quand je suis arrivée ici, parce que je connaissais à peine l'histoire de la famille Fournier, et j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à la vie sur l'île, et à la connaissance de cette île, bien écrit et passionnant. Pour moi, c'est le livre clé. Qu'il faut lire si on s'intéresse à Porquerolles. L'homme de Porquerolles, sinon on passe à côté de certaines choses. D'autant que les anciens comme Loulou, etc., ont connu cette époque-là, ont vécu, m'ont beaucoup raconté ce qui se passait avec Fournier et son côté paternaliste, mais qui a fait que tous les gens travaillaient, mangeaient à leur faim. Et, c'est un beau livre. Maintenant, il y a aussi beaucoup de livres de photos, beaucoup de livres, mais c'est pas aussi profond, quoi. Quand je dis profond, c'est au niveau de la connaissance des gens. Mais il y a un livre qui est très documenté sur Porquerolles et qui est passionnant également. C'est le livre d'Émile Jandier sur les îles d'Or, sur les îles d'hier, et dans lequel on trouve Porquerolles en particulier. Et là, c'est une promenade sur les chemins de Porquerolles avec des visions de tout ce qui peut être rencontré au cours de ces balades, c'est-à-dire non seulement la végétation, la faune. C'est un livre qui a été écrit à quel moment ? Tu te souviens ? Cet Émile Jandier a écrit ce livre en 1929. Et c'était un savant, il appartenait à une société savante de Toulon, une société de sciences naturelles et de botanique. Je pense qu'il a même écrit avec un parent, puisqu'on parle des frères, des messieurs Jandier. Donc c'est un livre beaucoup plus documenté que tout autre livre sur Porquerolles, avec également une partie historique concernant l'île. Donc tu le qualifierais... Il est littéraire quand même, cet ouvrage ? Est-ce qu'il se lit bien ou est-ce que c'est très scientifique et très historique ? La balade se lit comme un roman, c'est-à-dire que c'est le promeneur décrit ce qu'il voit, le raconte, comme je disais, pas à pas. Ça se lit très facilement. Ce n'est pas un livre de savants pour des savants. À la bibliothèque, on peut consulter aussi des livres concernant Porquerolles, en particulier ceux de l'association Lire à Porquerolles. Ce sont des recueils qui ont été faits à partir des concours de nouvelles de l'association au moment où il y avait des fêtes du livre. Pendant plusieurs années, il y a eu des fêtes du livre de l'association Lire à Porquerolles. Et ces nouvelles se portaient sur des thèmes qui étaient Porquerolles essentiellement. Donc la plage d'argent, le moulin du bonheur, Porquerolles dans l'année 3000, il s'appelle En 3000 celui-là. La mer, les bateaux, etc. Tout tourne autour de la vie de l'île, imaginée et racontée par des personnes qui aiment Porquerolles et qui ont une sensibilité extraordinaire par rapport à la vie des gens sur l'île et aux beautés des paysages de l'île. C'est des ouvrages qu'on peut retrouver à la bibliothèque ? Tout à fait. Dans la bibliothèque, on peut tous les trouver, aussi bien l'homme de Porquerolles que le Jandier, on l'appelle comme ça, ou les recueils de nouvelles. Et ces nouvelles, pour terminer, elles sont reconduites ? Est-ce qu'il y a encore ce type de projets et d'événements qui sont proposés sur l'île ? Hélas, non. On a dû arrêter les fêtes du livre il y a déjà quelques années, en 2008, parce que nous n'avions plus de subventions pour payer les auteurs qui venaient sur l'île. Et c'est dommage, mais on a arrêté avec beaucoup de regrets. Je comprends, mais peut-être que ça reprendra un jour. Je pense que c'est une superbe initiative. Et pour les jeunes, vous qui vous y connaissez un petit peu en littérature jeunesse, est-ce qu'il y a des choses pour les enfants ? Pour les enfants, concernant Porquerolles, là je ferais peut-être comme avec mon petit-fils, je lui ferais faire le livre, c'est-à-dire qu'on sort, on va chercher des plantes, on va faire des photos, et puis on fait des sortes d'albums. Et quand je vois les photos que prend mon petit-fils, là il a 11 ans, mais il avait 9-10 ans quand on faisait ça, 8-9 ans. Les photos qu'il prenait quand je lui disais va photographier tout ce que tu veux sur cette île, c'était étonnant, quoi. Son regard était tout à fait particulier et c'est plein de surprises, c'est très beau.
Bon, merci beaucoup Monique pour votre accueil. Je vous souhaite de joyeuses découvertes littéraires encore à venir, à partager avec les petits et grands lecteurs de Lille. Et merci pour le regard que vous portez sur cette île. C'est le regard d'une rêveuse. Je suis comme on appelle ça là. Les alchimistes. Les alchimistes, cherchez le mot. Les alchimistes qui transforment ce qui n'est pas encore de l'or en or si possible. Mais c'est une belle image, surtout que les alchimistes, il y en a maintenant sur l'île avec la fondation Carmignac. Merci beaucoup Monique. Merci à Monique pour ce chaleureux entretien, sa sensibilité et le regard délicat et bienveillant qu'elle porte sur Porquerolles. Vous l'avez sûrement senti, Monique est animée par ce désir de transmettre. Elle m'a beaucoup aidée dans ce projet de podcast. Je la remercie doublement de m'avoir accompagnée et guidée pour que ce projet voie le jour. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, les liens vers les ressources dont nous avons parlé, les ouvrages cités, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt!